C'est dans l'Ain, aux portes de Bourg-en-Bresse, que se dresse fièrement depuis près de 500 ans le monastère royal de Brou, avec son toit couvert de tuiles vernissées et ses façades éclatantes de blancheur. Ce monument que vous avez placé en première position de votre classement, il l'est aussi dans le cœur de Benoît-Henri Papouneau, son administrateur depuis 4 ans. La première fois que je suis arrivé à Brou, j'ai visité le monument, j'ai été absolument ébloui par la clarté qui s'en dégage, par la richesse de la sculpture. On est vraiment hors du temps et on est vraiment transporté dans une dimension, je dirais un peu onirique et féerique. Si Benoît a été littéralement envoûté par cet édifice majestueux, c'est parce qu'il est unique en son genre. Il a été construit en seulement 29 ans et d'un seul jet. Et ça, pour l'époque, au début de la Renaissance, c'est quelque chose. Quand on entre dans l'église, on se sent vraiment tout petit. Levez les yeux vers sa nef, majestueuse de plus de 20 mètres de hauteur, et laissez-vous éblouir par son chœur, étincelant. N'hésitez pas à monter sur le jubé, cette grande tribune qui sépare la nef du chœur. Il est ouvert au public et selon Benoît, ne pas y grimper serait un véritable péché. Visiter l'église de Brou sans venir sur le jubé, ça n'est pas pensable. On a des points de vue tout à fait remarquables sur les piliers, sur les voûtes. Depuis le jubé, on a une vue privilégiée sur le chœur, au centre duquel trône un mystérieux tombeau. Car ce monument est en fait un gigantesque mausolée érigé par une femme très amoureuse, Marguerite d'Autriche. On peut presque dire qu'il y a quelque chose de romantique au monastère royal de Brou, car l'église d'origine a été voulue et édifiée par Marguerite d'Autriche, en hommage à son mari défunt et tant aimé. Aujourd'hui, elle repose en paix à ses côtés. Et oui, le monastère de Brou, c'est tout simplement l'une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps. Bonjour Virginie. Bonjour Benoît. Cette histoire, Virginie la connaît bien. Journaliste et écrivaine, elle s'est passionnée pour le destin rocambolesque de ce monument. À l'étage, dans les anciennes cellules des moines transformées en musée, elle nous raconte une histoire. Il était une fois une princesse qui s'appelait Marguerite. Marguerite d'Autriche a eu un destin tout à fait exceptionnel au XVIe siècle. Elle est née donc en 1480 dans une famille extrêmement puissante de cette époque. Victime de son rang puissant et dès son plus jeune âge, la princesse ne fait que servir des intérêts politiques grâce à des unions arrangées. À tout juste 17 ans, Marguerite a déjà vécu 2 mariages endeuillés. Le 3e époux est Philibert le Beau, duc de Savoie. Mais cette fois-ci, le bonheur semble être à portée de main. Le mariage est célébré en 1501. Il s'annonce sous des auspices excellents. Philibert, c'est un homme qui a beaucoup de charisme. Et donc les 2 jeunes gens s'entendent vraiment très bien. Mais 3 ans plus tard, un nouveau drame surgit dans sa vie. Philibert, qu'elle aime tant, meurt au cours d'une partie de chasse. La princesse est inconsolable. Et dans sa douleur, il lui vient une idée un peu folle. Elle fait le vœu de reconstruire en fait le prieuré de Brou, puisqu'à l'époque, donc à Brou, il y a un petit prieuré bénédictin, mais qui n'a pas grande importance. Et elle décide d'en faire l'écrin du tombeau de son bien-aimé Philibert le Beau. Dans ce monastère, il y avait en permanence une vingtaine de moines qui priaient pour le repos de l'âme des personnes qui étaient enterrées, dont l'époux justement de Marguerite d'Autriche. Marguerite et Philibert reposent à présent côte à côte. Observez bien leurs 2 tombeaux à double niveau. À l'étage supérieur, les époux sont représentés à l'âge de leur mort, vêtus de leurs habits de prince et de princesse. Au-dessous, recouverts d'un linceul, ils symbolisent la jeunesse éternelle. Et il y a un détail à ne pas rater, qui rend ces tombeaux véritablement uniques. Les visages de Philibert et de Marguerite d'Autriche sont légèrement inclinés l'un vers l'autre, et ce qui montre que même dans la mort, ils continuent à s'observer et à s'aimer. C'est assez rare à l'époque un mariage d'amour, puisque les mariages étaient très politiques. Donc vouloir comme ça inscrire dans la pierre pour l'éternité les sentiments qu'elle porte à son mari, je trouve que c'est quelque chose de très émouvant qui interpelle. Et ce qui interpelle aussi dans ce monument âgé de 500 ans, c'est son état de préservation. Les tombeaux, mais également les sculptures et les vitraux ont survécu à la Révolution, aux guerres, au pillage. Pour un peu, on croirait presque au miracle. La seule chose qui n'ait pas résisté au temps, c'est le toit.
Accompagné de Laetitia, la responsable des guides, Benoît nous emmène dans les hautes sphères de l'édifice. Vous êtes prêts à gravir les 110 marches? Quasiment. Là-haut, on découvre des combles surprenants qui ressemblent à une nef de bateau renversée. Et il suffit de pousser une petite porte pour se retrouver nez à nez avec les tuiles vernissées et multicolores, reconstruction fidèle de la toiture originale conçue au XVIe siècle. Sur le toit, je suis bien plus qu'un roi. Retour sur la terre ferme, enfin presque. S'il y a une chose que vous ne verrez nulle part ailleurs qu'à Brou, ce sont les galeries hautes qui entourent les cloîtres du monastère. 3 cloîtres qui donnent aujourd'hui un charme fou au monument, mais qui du temps des moines augustins avaient des fonctions bien plus précises. Le premier cloître, le cloître des hôtes. Le deuxième cloître dans lequel nous sommes est vraiment le cloître dédié à la vie monastique, c'est le cloître de la déambulation. Et un troisième cloître permet justement à la communauté de vaquer à ses occupations quotidiennes. On va retrouver la cuisine, le chauffoir, la boulangerie et l'infirmerie. Aujourd'hui, c'est dans le cloître des hôtes que Benoît retrouve Sarah. La jeune femme est musicienne et organise régulièrement des concerts dans l'enceinte du monastère, dont elle apprécie particulièrement l'atmosphère. Ce sont des conditions d'écoute tout à fait privilégiées, dans un cadre très inspirant, puisque ces belles pierres sont porteuses d'une histoire tout à la fois merveilleuse et tragique, mais qui a traversé les siècles jusqu'à nous, puis qui, je l'espère, continuera d'être portée encore longtemps. Nul doute qu'elle le sera, car les histoires d'amour sont éternelles.